Reste que, j'allais dire, vous êtes déjà en vacances, de toute façon, on va pas tergiverser. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce contexte pas toujours très agréable? On va demander à deux personnes de savoir si dans les livres on peut s'y s'évader. C'est Cosmo Rayonnet. Bonsoir à Gaël Guiton et bonsoir à Koussoum Reipou. Alors, on va pas. Je veux dire, là, si on doit définir le livre, là, il y a les vacances. Là, on parle de lecture à la plage, de lecture dans les endroits où on peut bien se sentir. Le livre, c'est vraiment un moyen d'évasion. Oui. Alors moi, je reste persuadée qu'on peut s'évader, apprendre des choses dans les livres. Ouais. J'en démords pas. Et le livre, c'est un compagnon précieux, puisque un livre, on peut l'emmener où on veut. Oui. D'accord. Et maintenant aussi, on peut même le lire en numérique. Donc, avec des lampes, la liseuse le soir. Donc, ça reste vraiment un compagnon de route. Alors, il y a le contexte Covid-19, il y a le contexte où il y a des traumatismes, il y a ceux qui ont peur de sortir, il y a ceux qui ne savent pas quoi faire. Comment les accompagner vers une bibliothèque, vers une médiathèque, vers une librairie? Comment leur dire que la lecture, c'est quand même un moment sûr de prendre du plaisir et aussi de voyager? Alors déjà, je vais faire une remarque, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a une émergence de groupes autour du livre. J'aime bien le préciser que la lecture n'est pas qu'une passion solitaire. Parce qu'on s'imagine souvent, ouais, c'est bon, elle est toute seule dans son coin et elle passe son temps à lire. Je suis pas d'accord parce qu'il y a de plus en plus d'émergence de groupes où on discute, on sympathise. Je me suis fait beaucoup d'amitié au niveau... c'est comme ça que j'ai rencontré Koulsoum d'ailleurs, grâce au livre. Et voilà, donc il y a ça. Et donc du coup, pour être accompagné quand on ne sait pas où aller, quoi chercher, ben, peut-être se faire participer dans des groupes, dans les réseaux sociaux sur Facebook ou Instagram. Ça permet d'aller chercher plus rapidement et déjà de voir un peu les coups de cœur à droite à gauche ou les coups de gueule aussi des lecteurs et se dire ben du coup on peut faire un achat un peu plus réfléchi. Bien sûr. Moi je sais qu'il a fallu que je sois quand même suivie par des groupes comme Babelio aussi où j'avais besoin de m'appuyer parce que ça coûte quand même cher, il faut le dire, l'achat d'un livre et du coup être sûr de ce qu'on va acheter. Voilà. Et pour rebondir sur l'achat, les bibliothèques, alors ils font beaucoup de choses. Il suffit juste de pousser la porte, de rentrer. Les bibliothécaires sont des femmes et des hommes qui savent beaucoup de choses et qui peuvent vous conseiller sur tous les livres. Et même les librairies aussi maintenant s'y mettent. Il y a les librairies de plus en plus font des événements, des dédicaces, des invitations, des ateliers. Donc voilà, il y a beaucoup de plus en plus d'animation autour du livre qu'on n'avait pas avant. Voilà. Est-ce qu'il y a des titres qu'il faudrait conseiller pendant ce mois de vacances? Oui. Alors aujourd'hui, on a voulu conseiller des lectures pour nos adolescents, nos plus jeunes aussi, voilà, enfants, adolescents, et c'est vrai que c'était une idée de dire aux parents, accompagnez-les, voici ce que je peux vous proposer et surtout quel thème. Parce que souvent, quand on est parent, moi, j'aime bien être sûre de ce que je vais faire lire à mon enfant. J'ai pas envie qu'il ressorte avec une lecture sans message positif, sans message véhiculé fort. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être vraiment des conseils et surtout quel message apporte chaque livre, conseillé pour les ados et les enfants. Alors, je vous laisse présenter les livres que vous avez. Oui. Alors moi, je vous parler un petit coup de cœur, mais le gros coup de cœur pour moi, qui est fortement conseillé, filles et garçons, même si c'est une couverture rose, mais je le conseille filles et garçons. C'est l'histoire d'Ava. Ava qui a tout perdu le soir d'un incendie, ses parents, sa meilleure amie, qui est aussi donc sa cousine. Et après 1 an d'hospitalisation dans le service des grands brûlés, elle va sortir et surtout retrouver une vie, entre guillemets, essayer de retrouver une vie normale. Elle est recueillie par son oncle et sa tante, oncle et tante qui ont perdu aussi leur enfant dans cet incendie. Donc c'est 3 personnes en deuil qui doivent reprendre une vie normale. Okay. Et le problème, c'est pas un problème, c'est qu'Ava, elle est couverte de cicatrices et elle va devoir rentrer dans la jungle du lycée. Et c'est un roman qui m'a touchée parce que c'était avant tout un hymne à la vie. Un hymne à la vie d'une jeune fille qui va tout faire pour retrouver une normalité et va rencontrer ados, adultes, parce qu'elle est face à la bêtise humaine.
dans ce livre. Voilà, l'auteur, on sent de quoi elle parle, parce qu'elle met l'héroïne face à des situations. On se dit c'est pas possible, mais pourtant oui, c'est possible. Et à un moment donné, d'ailleurs, une jeune fille qui va l'appeler Freddy Krueger. Ah oui, parce qu'Ava est vraiment couverte de cicatrices. L'auteur va aussi parler un peu du calvaire physique de Ava, avec toutes ces cicatrices, donc tous les soins qu'elle doit avoir tous les jours pour avoir une vie normale. Et voilà, un appel à la tolérance, un hymne à la vie, il y en a un roman touchant, bouleversant, et qui nous pousse à réfléchir en disant il faudrait parfois tendre la main. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que quand elle dit que des situations particulières, en fait, c'est important d'y regarder de près parce que, en fait, ces situations ne sont pas si exceptionnelles que ça. Ce sont des moments de vie, des moments simples de vie parce que le regard humain est parfois méchant, atroce. On ne se rend pas compte le mal qu'on fait avec un simple regard. Avec un simple regard. C'est ce qui arrive souvent dans cette petite Ava, et elle va décrire un peu. Et ce que j'ai beaucoup, c'est l'auteur va gratter un peu en disant voilà, il y a des personnes qui ont des cicatrices visibles, mais il y a aussi des personnes qui ont des cicatrices invisibles. Donc elle va travailler beaucoup sur ça. Donc elle va parler. C'est beaucoup autour de l'amitié qui se passe. C'est beaucoup un appel à la normalité de cette jeune fille qui était passionnée de théâtre. Est-ce que je peux retourner sur scène malgré mes cicatrices? C'est un très gros roman. Alors, je vais juste terminer sur ce que je veux dire, c'est que quand je disais tout à l'heure que la personne est capable de capter le moindre regard que provoque son état, c'est qu'avec le temps, elle s'est habituée à ça et surtout elle s'est formée à capter les émotions, les regards des autres. Donc, le moindre petit geste, la moindre petite émotion de l'autre, elle va finir par la capter et en ressentir quelque chose. Et ce qu'elle ressent est indicible. On ne peut pas décrire ce qu'elle ressent tellement parfois ça fait mal. Voilà. Alors juste pour préciser, il est peut-être gros, il fait plus de 400 pages, mais c'est écrit très gros. Ah oui, donc c'est vraiment, à partir de 13 ans, on peut le lire. D'accord. Voilà, je voulais juste préciser parce qu'il fait plus de 400 pages, mais 13 ans, c'est bon. Voilà. Et c'est important, pourquoi je dis ça aussi, parce que là c'est une adolescente qui est victime d'un incendie. Mais lorsqu'on est victime d'un traumatisme, de quelque chose qu'on porte sur soi, on ressent les mêmes choses. Oui. Alors moi, je vais vous présenter l'équipe d'Epsilon qui est sortie 9 ans après 974. Regardez comme les dessins sont très 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 beaux. Après 974, ils ont sorti 974-3. Donc c'est l'histoire de deux adolescentes reporters qui dans leur lycée vont essayer de se faire une place. Hein. Il y a une rivalité entre filles et ils vont être à la recherche de Goniman. Goniman, c'est un jeune qui combat, qui fait qui combat et qui adore. Regardez comme c'est beau. D'accord ? Et qui, à chaque mouringue, va réussir à convaincre qu'il ou qu'elle est la plus forte, parce qu'on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Donc, c'est vivant, c'est rapide à lire, et c'est très beau. Et aussi, ça parle... Pourquoi Clouseau m'a dit que c'est lourd ? Pardon ? Pourquoi Clouseau m'a dit que c'est lourd ? Le dessin. Mais parce que c'est dessiné avec des détails et des précisions, et à chaque fois vous avez certains indices bien de chez nous. Voilà. Et j'allais dire, moi je dirais que ces images sont très vivantes et donnent l'impression de vouloir sortir de leur du cadre. Du cadre dans lequel ils sont, et surtout ça c'est vrai qu'on a l'impression on est très pris par le dessin. Oui, on est très pris par le dessin. Il y a aussi une histoire qui se tient, hein, parce que cette enquête sur Goniman, c'est vraiment une recherche. Hein, je vais montrer cette page-là. Montrer un petit peu à quel point les dessins sont bien faits, sont colorés, mais ils ne sont pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de la couleur pour alourdir. Non. C'est vraiment des dessins très très précis, très joli. Il y a eu 9 ans entre le premier tome et le troisième. Celui-ci, oui, et ils viennent de sortir. Hein. Ils étaient à la Fnac samedi. J'ai pas eu le temps d'aller les voir, mais je leur fais quand même un petit coucou. Et
c'est vraiment très bien. Et c'est local. 974. Ouais. Non, c'est Fabrice Urbatro, d'accord. Non, c'est du bon travail en tout cas. Bravo à lui. Oui. Et félicitations d'avoir réussi le premier et le deuxième. Oui, 1, 2, 3. Et là, on est sur Bravo sur le troisième. Voilà. Une longue série à venir. Oui, j'espère. On attend la fin de l'enquête. Très longue vie. Ensuite. Alors, je dois être en mode guimauve, c'est encore sujet sensible. À cœur ouvert de Jessie Kirby. Il y a une chose que je dois demander. Pourquoi en mode guimauve ? Parce que moi, j'aime bien me dire que j'ai un cœur de guimauve on le remue dans tous les sens et il pleure. Voilà. J'adore pleurer quand je lis. D'accord. Et vous mangez les guimauves ? Non, en plus, je suis pas fan des guimauves, mais c'est juste mon cœur qui est guimauve, tout rose. D'accord. Voilà, tout larmoyant. Ça fait vraiment marrer Kozo. Oui, j'ai parfois des petites expressions comme ça quand je publie des critiques sur mes livres. Donc, voilà. À cœur ouvert de Jessie Kirby. Alors, si j'ai une première chose à dire, c'est félicitations l'auteur. Aborder la transplantation et le don d'organes en roman ado, il faut le faire. Parce que c'est pas courant. J'en ai lu des livres pour les adolescents, mais là, ça touchait autre chose, voilà. Donc c'est l'histoire d'Émilie. Il y a 400 jours, elle a perdu l'amour de sa vie, son premier amour, Matt. Tué. Émilie, à quel âge ? Émilie, elle a 18 ans. D'accord. Voilà, son premier amour qu'elle connaissait depuis des années, c'était son voisin. Accident de voiture, Matt meurt. Les parents décident de faire un don d'organes et ils vont donner donc 5 organes à des anonymes. Ce que l'auteur fait dès le départ, c'est qu'elle explique la différence. Je dirais même la maison d'édition, les éditions Bayard, c'est qu'elle explique la différence entre le don d'organes aux États-Unis et en France. En France, on n'a pas le droit de savoir qui est le donneur, qui est le receveur. Personne ne va savoir, c'est anonyme. Par contre, aux États-Unis, le donneur d'organes, la famille, en tout cas, a le droit d'envoyer des lettres aux receveurs, et les receveurs, s'ils veulent rencontrer, c'est possible. Alors, juste pour là-dessus, et pour aller dans le sens de Gaël, c'est que pour ceux qui ont vu le film Cette vie avec Will Smith. Oui. Très beau film. Ouais. J'ai pleuré aussi. Voilà. Je suis désolé. Donc voilà, en tout cas, Émilie, elle va vouloir rencontrer les personnes. Donc sur les 5, 4 acceptent de la rencontrer. Et elle attend de savoir qui a le cœur de Matt. Et elle va faire une enquête parce qu'elle va se rendre compte que celui qui a reçu le cœur de Matt ne veut pas l'avoir. Donc elle va faire une enquête et en faisant, avec les données, un blog, elle va retrouver Tom Colton. Tom Colton, qui a 18 ans aussi, qui a reçu le cœur de Matt. Et avec une rencontre un peu par hasard, elle va finir par côtoyer ce jeune homme. Donc c'est l'histoire, même si c'est Émilie qui est l'héroïne qui parle, il y a aussi l'histoire de Tom. En fait, il y a Émilie qui va essayer de voir des similitudes avec son premier amour. C'est assez troublant à vouloir des réponses. Et puis, on va découvrir un peu ce que c'est d'être à la place du survivant. De celui qui reçoit l'organe et qui se retrouve avec un fardeau. Non, mais c'est vrai. Non, je rigole parce que je sais que c'est vrai. Voilà. C'est traité d'une justesse, même s'il y a cette romance qu'on voit profiler un peu, mais il y a vraiment cette envie de traiter plus en profondeur le fait déjà d'être la famille qui a donné, avec tel de respect et d'amour, et le receveur, comment il réagit. Et moi, je sais que quand j'ai terminé ce livre, j'ai voulu en parler avec mon mari, en lui disant, je meurs, on a déjà eu cette discussion par rapport au don d'organes, tous les deux, et je lui fais, est-ce que tu aurais envie de rencontrer la famille ? Et on a eu 2 avis complètement différents. Ah oui. Voilà, je trouve que ça a mené à discuter. Déjà, ça me permet aussi de rouvrir un peu l'ouverture d'esprit par rapport au don d'organes, parce que c'est vrai que c'est un sujet très épineux, pas tout le monde est... Voilà, d'accord. Mais les hôpitaux en cherchent. Et les hôpitaux, il en faut. Et donc, du coup, c'est une question sérieuse. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est une question. Mais c'est vrai qu'on ne pose pas la question, parfois, qui fait mal. Voilà. C'est que pour que l'autre vit, il faut qu'il y en ait un qui meurt. Voilà. Et puis une qui meurt. Et à chaque fois, la personne qui reçoit, et le mot utilisé par Gaël Guiton, ça a été un fardeau. Oui. C'est vrai que lui, il est vivant parce que quelqu'un est mort. Voilà. Pour ça. C'est une magnifique histoire. Encore une fois, c'est vraiment un roman intergénérationnel, autant en ado et adulte. Avant de continuer, je voudrais juste te dire une chose. Le receveur doit se poser cette question. S'il ne reçoit pas l'organe de la personne qui est morte, de toute façon, elle serait morte.
Et ça, c'est difficile à intégrer. Oui. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on n'a pas tué la personne, on n'a pas souhaité sa mort. Mais la personne est morte parce que c'est la vie. Oui. Et ça, c'est difficile à intégrer. C'est pour ça que souvent, dans ce genre de situation, dans tout ce qui est transplantation, l'accompagnement par un psychologue ou un psychothérapeute est nécessaire. Oui, en tout cas, oui, mais même que ce soit aussi la famille, je veux dire, la famille de la personne qui est décédée. Ouais. Il y a ça aussi, parce qu'il y a cette jeune fille qui a l'impression d'avoir tout perdu. On la voit sombrer, et le fait de retrouver cette personne. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est bien ou pas de savoir qui reçoit l'organe de la personne qu'on a aimée? Il y a cette question aussi qui nous trotte dans la tête. Dans le film Cette vie de Will Smith, c'est ça qui est un paradoxe. C'est lui qui va chercher ses receveurs. Oui, c'est ça. Il sait qu'il va se suicider, il sait qu'il veut mourir, parce que dans l'accident de voiture, son fils et sa femme sont morts. Et là, il va chercher les personnes à qui il veut donner. Et c'est lui qui donne. Et pour ça, il fait tout ce qu'il faut pour... Mais encore une fois, là encore, on en a parlé deux, trois fois de ces situations-là, dans les livres et dans la vie, bien sûr, c'est que c'est la culpabilité qu'on a parfois face à des situations. Oui, bien sûr. Voilà. Donc un très très beau roman. J'espère que l'auteur, alors je pense que l'auteur savait de quoi elle parlait, parce que c'est vraiment criant de vérité, très dur. J'attends qu'elle réécrive d'autres livres, en fait. Et le titre est vraiment... à cœur ouvert, oui. Est vraiment très fort, à cœur ouvert. C'est d'aller chercher l'amour. Et là, c'est de redéfinir, non pas une personne, c'est de redéfinir une partie de lui pour pouvoir aimer la personne qui reçoit. C'est tordu. Oui. Alors, on quitte la Réunion, on part pour les Antilles avec Gisèle Pineau. C'est la règle. Gisèle Pineau, c'est la règle. Donc, c'est l'histoire de Stéphane qui subit le divorce de ses parents. Donc là aussi, c'est très difficile parce qu'il ne comprend pas, il est émotif et il est là à se demander, à se poser plein de questions dont il n'a pas les réponses et que sa mère ne lui apporte pas tout de suite toutes les réponses. Mais il a Salim, un petit copain, qui lui, c'est tout du divorce. Alors lui, il a des théories sur tout. Et à chaque fois, il lui donne une théorie et lui, il rentre, il est bouleversé, il sait pas, il épie sa mère, les moindres gestes, voilà. Il doit vérifier que si c'est vrai son copain et est vrai. tout. Et puis, à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, Salim l'avait déjà prévu. Alors là, ça part, il est dans tous ses états. Donc, c'est un beau livre pour parler des divorces parce que ils ont 11 ans. Ils sont préadolescents et le divorce, donc pour eux, c'est quand même quelque chose qui... C'est très important, ce que vient de dire Kulsum, c'est que l'enfant a 11 ans. On sait pas si c'est encore un enfant ou c'est un préadolescent. Voilà, c'est ça. Donc ces valeurs sont très très changeantes. Cette période charnière, il se pose des questions, il est capable de comprendre des choses, mais il s'aperçoit que sa maman ne lui explique pas. Et donc après, rien. Pas de nouvelles de ce papa. Donc tout ce vide, cette absence-là va créer chez lui beaucoup de questionnements. Et très bien. En plus, si c'est expliqué par un autre enfant, ça doit être très rigolo. Oui, je pense. Exactement. Il y a des moments où Salim, il se donne quand même... Non, je pense que l'auteur a utilisé l'enfant pour la caricature, quelque part. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est un peu... La caricature, entre la caricature dans le regard de l'enfant et la réalité dans le regard d'un autre, c'est... On dit toujours, on essaye de jongler sur un fil et c'est casse-gueule parce que je pense qu'il y a pas mal de moments où c'est assez drôle. Oui, parce qu'à un moment, sa maman sort et puis il dit, elle sort, allez là, t'es foutu. C'est qu'il y a un papa qui va rentrer. T'es foutu. Là, je t'assure, c'est fini pour toi. Donc, on arrive à la fin de cet échange. Je vous propose qu'on revienne pour les livres qui restent. Là, moi, je vais vous... Merci d'abord à vous. Merci à Kulsum, merci à Gaël. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.